Buongiorno à tous les mecs. C'est bon, on est samedi 20 juillet. Là, il est 6h et quelques du matin. Je me suis réveillé tôt. En vrai, ça, j'ai bien dormi. C'était agréable et tout. Et franchement, très sympa là de dormir dans une sorte d'auberge de jeunesse. Je m'attendais pas à ce que ce soit genre aussi cool, genre de dormir avec genre avec des inconnus quoi. On peut se dire que ça va mal se passer parce que tu dors avec des gens que tu connais pas leurs règles d'hygiène, genre tu connais pas leurs standards quoi. Et on va rejoindre le point de rendez-vous pour retrouver le guide touristique, parce que oui, j'ai pris un guide touristique parce que on va pas voir l'une des 7 merveilles du monde sans guide. Voilà. Et ouais. Bon, les mecs, on a pris la route là déjà depuis depuis 40 minutes, un truc comme ça. Et là on s'est arrêté dans un petit 7-Eleven. Ça c'est des trucs aux États-Unis ouverts tout le temps. Et voilà quoi, on va se prendre à manger. Ok les mecs, on est arrivé là sur le site touristique. On n'est pas encore rentré, mais nous y sommes. Regardez les petites lunettes, on a mis un peu de crème solaire, hein. Alors, vraiment un petit peu, mais bon, allez c'est y part. Les gars, c'est magnifique, juste regardez. C'est énorme, c'est super beau. Et ce qui est fou en fait, c'est que vous voyez du coup le temple. Et bien en fait, de mars à septembre, lorsque le soleil, lorsque le soleil est bien visible, du coup de l'est à l'ouest, il va illuminer le temple, au milieu du temple, et en fait, ça va créer, en fait, les ombres vont créer un serpent parce qu'en fait le serpent, ça représente le dieu de la fertilité. Et du coup, en gros, de mars à septembre, c'est le moment propice pour fertiliser. Voilà, pour fertiliser. Donc les gars, on est dans une sorte, si vous voulez, de terrain de football. Parce qu'en fait, dans ce lieu-là, avaient lieu des matchs. Des matchs, et je sais pas si vous voyez à travers les anneaux qu'il y a, non, il y en a un ici et un là-bas. En fait, à travers les anneaux, je vais me rapprocher. En fait, ils jouaient à un jeu où tu avais 2 équipes de 6 qui jouaient. Et le but, c'était de passer une balle à travers l'un de ces anneaux. Et il fallait juste que la balle rentre une seule fois. Marquer en gros un seul but. Ils jouaient avec les hanches, les épaules et les genoux. Et ils ne s'arrêtaient pas tant qu'ils ne marquaient pas de but. Donc voilà, attendez, je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, là c'est le premier anneau. Et là c'est le deuxième anneau. Faut le mettre à travers l'anneau, cette petite balle qui était super dure. Et regardez juste la hauteur, genre ça doit faire à peu près 8 mètres de haut. Et comme j'ai dit, en fait ça pouvait durer 1 heure, 2 heures, 2 jours, 1 mois, en gros, tant qu'il n'arrivait pas à mettre la balle dedans, et ben il recommençait, jusqu'à ce que l'une des équipes du coup marque un but. Et en fait, qu'est-ce qui se passe juste après? Parce que pourquoi est-ce qu'ils font juste ce jeu? Qu'est-ce que l'équipe gagne? Et bien en fait, c'est simple, le capitaine de l'équipe gagnante, en fait, être sacrifié. Et être sacrifié par le capitaine de l'équipe perdante, en fait, qui va le décapiter. C'est un rite sacrificiel, parce que pour lui, c'est un honneur d'être sacrifié, pour pouvoir que son sang permette de fertiliser la terre, parce que il croyait beaucoup en 3 dieux, du coup le dieu de la fertilité, le serpent,
comme on peut le voir juste ici. Je sais pas si on le voit un peu bien, juste au-dessus un peu de la plateforme, où en fait c'est un serpent qui est représenté. Du coup le dieu de la fertilité, il y a le dieu de la guerre et il y a le dieu de la pluie. Et je disais ce qui est encore plus fou, c'est que de cette extrémité-là à l'extrémité là-bas, bah, ça a toujours conservé son écho. C'est-à-dire que, vous voyez les gens là qui applaudissaient là-bas, quand on était là-bas, on les entendait. En fait, ça permettait que les deux extrémités puissent communiquer entre elles. Vous voyez, regardez, là c'est le serpent, du coup le dieu de la fertilité. Et en fait, on peut le voir sur ces fresques. Je sais pas si on le voit bien sur celle-ci, mais en gros, voilà, de ce côté il y a l'équipe gagnante et de l'autre côté il y a l'équipe perdante. Et en fait, l'équipe perdante, là c'est le capitaine de l'équipe perdante. Regardez, je sais pas si on voit bien. Il tient le couteau et la tête du capitaine de l'équipe qui a gagné. En gros, c'était vraiment le rituel sacrificiel. Ok les mecs, là je vais vous montrer en fait l'endroit où ils faisaient les sacrifices, notamment des capitaines. C'était juste ici. Juste ici, et qu'on peut le voir en fait. Je sais pas si on peut le voir ici. On peut le voir. Je vais me rapprocher un peu. Mais en gros, là, en gros, ça représente tous les crânes en gros des gens qui ont été sacrifiés. Des guerriers en gros qui ont été sacrifiés. Parce que oui, il faut savoir que ce sont les Mayas qui ont construit tout ça. Mais après, en fait, est venu un peuple guerrier. Je ne me souviens plus exactement du nom, parce qu'il est dur à prononcer. Et en gros, ce peuple guerrier, il est représenté par l'aigle. Je ne sais pas si je vous avais expliqué hier, l'aigle qui attaque le serpent, qui représentait la mauvaise chose. En fait, il y a plein de trucs qui représentent plein de choses différentes. Et voilà, en gros, c'était ici qu'ils étaient sacrifiés. La tête coupée et le sang qui fertilisait la terre. En gros, voilà. Donc c'est quand même fou, c'est super beau. Et par contre, c'est à cet endroit en fait qu'il est réalisé les sacrifices plus religieux. Ici, il réalisait les sacrifices plus religieux et comme on peut le voir ici en fait, je vais essayer de zoomer un peu. Mais en gros, on peut voir un aigle qui tient le cœur humain d'un homme, un jaguar pareil, et un autre aigle. Ça, c'est le reste en gros des figures religieuses qu'avaient les Mayas. Parce que on le rappelle encore une fois, mais en gros, les conquistadors ils sont arrivés ici. Comme ils sont arrivés avec... c'était le catholicisme, c'était pas protestant. Comme ils sont arrivés avec le catholicisme, et ben en fait ils ont jeté dans la jungle toutes les figures religieuses qu'avaient les Mayas. Et du coup, il en reste très peu. Et, enfin bref, en tout cas c'est super beau, mais il fait chaud de zinzin. Il fait super chaud, je suis en sueur alors qu'il est même pas je crois 10h du matin. C'est un truc de zinzin. Par contre, c'est super beau. J'aime trop les masques et tout là qui présentent, mais ça doit être tellement cher. Ils mourront pas. $1? No, it's okay. You can see the sun. I can see the sun? Let me see. Oh, that's crazy. This is obsidian. Obsidian. Look that one. C'est un truc de fou. Mayan calendar. Ok. Maya calendar? Same quality. Ok. This one included. Ça, c'est le calendrier Maya, les mecs. C'est fou. Il faisait la musique avec ça pour appeler les dieux. Voilà. Avec des cailloux. Enfin, je sais pas, prenez un piano quoi. Vous voulez pas faire Bohemian Rhapsody au piano? Je sais pas. Ok les gars, et là c'était une sorte d'autre hôtel sacrificiel où en gros ils se levaient ici genre vers 4h du matin pour après aller aux cénotes. Aux cénotes, et là on va vers les cénotes parce qu'en fait le sacrifice avait lieu là-bas. Voilà. Donc super endroit pour se faire sacrifier quoi. Un super bel endroit. Donc on va y aller et peut-être ça va être mon tour. Ok les mecs, je voulais vous donner en fait une info hyper importante. Quand est-ce que ça a été construit Chichén Itzá? Construit en fait déjà après Jésus-Christ. C'est vers le... ça a été construit au premier millénaire après Jésus-Christ. Donc ça a un peu plus de 1000 ans quand même. Mais c'est pas par exemple aussi ancien que les pyramides d'Égypte. Les pyramides de Gizeh qui ont je crois 5000 ans, quelque chose comme ça. Du coup là c'est la cénote. Magnifique cénote. Et du coup en fait c'était ici qu'ils venaient sacrifier les enfants et tout. Parce que généralement c'était des enfants qui se faisaient sacrifier. Enfin pas tout le temps mais ils se faisaient sacrifier. Et après on jetait leur corps du coup dans la cénote. On jetait leur corps dans la cénote. Et ce qui est fou, c'est que après les archéologues ils ont retrouvé beaucoup d'ossements, de squelettes dans la cénote. Et aussi tout à l'heure j'ai parlé, vous savez, des capitaines là, du jeu là, de le football avec les hanches là, et bam bam bam. Les Brésiliens et les Marocains ils devaient être chauds ça, genre tan tan tan. Bref. Et du coup les meilleurs capitaines ils avaient l'honneur en gros de se faire jeter là-bas. Voilà, en gros c'est ça.
Ok les mecs, c'est super beau. C'est super beau, c'est super beau. Et du coup là c'est vraiment la façade principale en gros. Parce qu'en fait elle mène directement au cénote là-bas. Si, after. Elle emmène au cénote en gros directement là-bas. Je sais pas pourquoi elle me parlait la donne. Mais bref, en gros ça c'était la façade principale du coup, de la pyramide. Qui emmène directement au cénote jusque là-bas. Parce qu'en gros le serpent il descend là, il descend. Et il va jusqu'au cénote, vous savez, là où il jette les corps sacrifiés, quoi. En gros, c'est ça. Et là-bas, juste là, c'était une sorte de grand marché. Où, en gros, ils faisaient du business là-bas, quoi. Et ici, c'est un autre... Attendez, voilà, ici, c'est un autre hôtel sacrificiel où c'était les guerriers, du coup, qui étaient sacrifiés là-bas. Et c'était, en gros, pour demander d'arrêter la guerre. En gros, ils disaient stop, arrêtez la guerre. Et là, ils mouraient. Mais bon, les mecs, j'ai fait ma petite séance photo. C'est super beau. Et en plus, c'est hyper dommage parce qu'en fait, on peut plus monter sur les pyramides. Avant, on pouvait. Maintenant, on peut plus. Bon, allez, j'y vais. En tout cas, les gars, je suis juste émerveillé, heureux d'avoir pu voir Chichén Itzá, l'une des 7 merveilles du monde. Il m'en reste plus que 5 à voir. Plus que 5. Ça va déjà 2. J'ai 21 ans, ça va? C'est magnifique. Et les gars, c'est un truc de fou. Comme il n'y a aucun Français à Mexico City. Et ici, à Mérida, vers Chichén Itzá, il n'y a que des Français. Genre, il y a vraiment énormément de Français. Genre, c'est un truc de fou. Et ouais, j'ai demandé d'ailleurs s'il y avait toujours des gens qui croyaient en tous ces dieux, les dieux mayas. Et oui, il y en a toujours. Et des gens qui viennent tous les jours ici pour faire des sacrifices. Plus humains, évidemment, et pour faire des sacrifices. Donc ouais, c'est fou. Regardez les mecs, c'est en gros, ça c'est vraiment purement maya. Attendez, je vous montre. Ça ici c'est purement maya. En gros, si vous voulez, tout à l'heure je vous parlais d'un peuple guerrier, j'avais oublié le nom, c'est les Toltecs. En fait, Chichén Itzá, enfin plutôt la grande pyramide qu'on a vue, ça a été créé par les Mayas et les Toltecs. Alors que ici, là, le petit truc ici, pareil, toujours une sorte de temple rite sacrificiel, où tu avais des prêtres qui dansaient, et après qui sacrifiaient, ça c'était purement maya. Et en plus c'est fou, parce qu'il y a toujours un tunnel qui part de là, et qui descend en gros dans les grottes jusqu'au cénote. Du coup, t'avais des prêtres qui dansaient et après ils sacrifiaient des gens. Genre, pour ça je regardais pas trop Shaquille Up quand j'étais petit, c'est gaffe. Et autre chose à savoir en vrai, quand on dit Chichén Itzá, on parle pas de la pyramide. Chichén Itzá en gros c'est le nom du site. C'est le nom du site en gros archéologique, tout ça. En gros c'est comme si vous voulez les pyramides de Gizeh. Il n'y a pas de nom pour la pyramide de Gizeh. Non, c'est les pyramides de Képhren, Khéops et Mykérinos, je crois. Mais c'est le site de Gizeh, donc voilà. Et là en gros on est en plein milieu du site Chichén Itzá. Il y a des vendeurs de partout, c'est un truc de fou. Regardez, toujours des vendeurs qui vendent à des prix. Oh, ça va, en vrai de vrai ça va, $1 pour leur truc. Ok les mecs, là je crois que c'est joli. Avec le soleil et tout, c'est vraiment pas mal. Ça rend super bien. C'est dommage qu'on puisse pas monter, j'aurais trop aimé genre monter et faire une pause à la Rocky, genre à la Rocky Balboa. J'aurais trop aimé. Ah, petite pause à Rocky. Ouais, je vais boxer le guide, ça il m'a énervé là. Vas-y, bref, je vais le boxer bien là. Et ça les mecs, ça du coup, ça c'était un observatoire. En gros c'est pour faire de l'astronomie. Ils observaient les astres, les étoiles, tout ça. Et ici, vous voyez la petite porte ici, ça permettait d'entrer dans l'Underworld. Ça permettait d'entrer là-bas. Je vais éviter, parce que j'aimerais bien rester au Mexique, quoi. Enfin, j'ai pas pris mes bagages. Et ça, du coup, ça c'est le calendrier Maya. Avec, en fait, dans leur calendrier, ils avaient à peu près 18 mois. 18 mois dans leur calendrier, chacun composé de 20 jours. Et ils rajoutaient, je crois, 5 jours supplémentaires pour faire en gros un cycle solaire complet, c'est-à-dire 365 jours. Donc en vrai, ils étaient pas mal, mais ils sont totalement débilos parce que, souvenez-vous, le 21 décembre 2012, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé le 21 décembre 2012? Non, je n'ai pas volé le goûter de mon pote Raphaël, ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Non, le 21 décembre 2012, c'était la fin du monde.
Franchement, leur calendrier, il était pas mal. Mais il faudrait aussi comparer avec les calendriers des autres civilisations parce que, sachant aller que les Mayas, leur civilisation, c'était au premier millénaire. C'est-à-dire, ouais, c'était plus vers les 750 après Jésus-Christ. Que ça s'est vraiment consolidé leur civilisation, le site Chichén Itzá. À mon avis, à cette période-là, vers le Moyen-Orient, ils étaient beaucoup plus avancés en astronomie, en mathématiques, etc. C'est pas mal aussi, on va pas juger, Déjà, ils avaient un calendrier, mais ils ont fait l'effort, bravo à eux. Même si, évidemment, en Europe et au Moyen-Orient, l'Asie, je sais pas. Faudrait voir aussi pour l'Asie aussi. Enfin, quand je parle de l'Asie, vraiment vers tout ce qui était la Chine, la Mongolie, tout ça. Voir un peu comment c'était à l'époque, au niveau mathématiques, au niveau astronomie, tout ça. Parce que je sais que, par exemple, au Moyen-Orient, les Arabes étaient très avancés là-dessus. Mais c'est quand même fou de se dire que sur un autre continent, qui n'est pas relié par la Terre, et ben, ils se sont en gros développés à leur rythme. Et ils avaient leurs propres croyances, leurs propres rituels, leur propre mode de vie, leurs propres problèmes aussi, parce qu'il y avait des guerres évidemment, et leur propre manière en gros d'évoluer, quoi. Comment est-ce qu'ils ont évolué et à quel rythme, et je trouve ça fou quand même. Puis après évidemment, t'as les conquistadors qui sont arrivés et qui ont tout détruit, évidemment, et bien sûr qui ont apporté leur connaissance d'Europe, etc. Mais faut pas oublier qu'ils ont quand même tout détruit, ces enflures. Ok les mecs, ici en fait c'était une sorte d'église, voilà, une sorte d'église. Les Mayas venaient se recueillir, parce que ils faisaient pas que sacrifier des gens, ils pouvaient aussi un peu se recueillir. On appelle ça la pyramide, la grande pyramide de Chichén Itzá, mais en fait, quand les conquistadors ils sont arrivés, quand les Espagnols ils sont arrivés, ils ont appelé ça, je crois, El Castilla, qui veut dire le château, je crois. Donc voilà, ça c'est le nom à proprement parler. Franchement, je trouve ça trop bien. J'aime trop là comment a débuté cette journée. Je vous dis là, ce vlog, c'est, enfin, si je fais un vlog déjà, parce que vraiment juste je filme, et après je vois si j'ai envie de faire le montage ou pas, si je me chauffe à le faire. Mais en tout cas, c'est vraiment. Oh, attendez, il y a un lézard, Donc oui, pardon, j'ai été coupé par le lézard. Ou l'iguane, c'est un iguane je crois. Mais bref, ouais, c'est très histoire là ce vlog. C'est vraiment, en fait, parce que moi personnellement je connaissais vraiment pas la culture et la civilisation du coup aztèque à Mexico City et Maya. Du coup je suis vraiment en train d'apprendre des choses. Je vous dis juste en gros ce que j'apprends. Là le guide il me parle, je répète ce qu'il dit, je lis des trucs, je répète. Mais ouais, moi, enfin perso, moi c'est un vrai plaisir pour moi d'être là et de découvrir une autre culture, une autre civilisation. Et je trouve ça formidable. En fait, oui, je trouve ça formidable, cette diversité. Cette diversité, je la trouve formidable. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, si vous aimez un petit peu tout ce qui est histoire. Pas juste histoire de votre civilisation, mais histoire de toutes les différentes civilisations ayant existé. Donc voilà, et après je pense que je ferai une tier list des meilleures civilisations. Mais ouais, pour l'instant Maya c'est particulier. On pourrait penser que ça ressemble un petit peu à la civilisation égyptienne, avec les pharaons, etc. Même si je pense que l'Égypte ils étaient quand même très très forts, honnêtement. Leur civilisation je pense c'est l'une des plus développées en fait pour l'époque, parce que rappelons-le, hein, mais c'est environ 5000 ans. Là, la civilisation mayenne, ça a un peu plus de 1000 ans, quoi. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, moi j'ai juste envie de découvrir les 7 merveilles du monde, sachant que j'ai déjà vu les pyramides de Gizeh. C'est pour ça que je parle un petit peu de la civilisation égyptienne, la civilisation des pharaons, tout ça. Mais j'ai pas envie d'en dire trop, parce que j'ai pas envie de me tromper. Parce que j'y suis allé quand j'étais en 5e, donc j'avais 12 ans. Il faudrait que j'y retourne absolument, avec ma vision actuelle, mon âge, parce que je pense que je trouverais ça beaucoup plus intéressant que le mois de 12 ans, quoi. Donc ouais, voir toutes les 7 merveilles du monde, donc revoir les pyramides de Gizeh, aussi voir, je crois il y a le Colisée de Rome, il y a le Machu Picchu, je crois au Pérou. Donc ouais les mecs, vraiment découvrir un petit peu toutes les civilisations. Et c'est pour ça que j'ai pas envie trop de dire de conneries non plus. J'essaie de pas dire de conneries, hein. Je vous promets, j'essaie de pas dire de conneries. Pour pas vous apprendre des choses erronées. Mais j'essaie de vous en dire un max. Peut-être prochaine destination, prochaine
prochaine merveille du monde, peut-être l'Égypte, hein. Peut-être l'Égypte, la prochaine merveille du monde. En vrai de vrai, moi je pense qu'il y a quelqu'un parmi mes abonnés qui peut m'offrir un billet. Il y a quelqu'un parmi mes abonnés qui peut m'offrir un billet aller-retour vers cette destination. Je pense que je vais faire des vlogs sur toutes les merveilles du monde que je vais voir. Voilà. À commencer par toi. Et là t'es trop content parce que tu sais pas de qui je parle. Mais je parle de toi, mec. Toi derrière ton petit écran là, qui me regarde. Déjà qui me regarde. T'es une merveille, mec. Hey, t'es beau gosse, mec. T'es beau gosse. Quoi de mieux pour ne pas vous induire en erreur qu'y aller. Voilà. Donc je vais aller en Égypte, je vais aller à Rome, je vais aller au Pérou, je vais aller en Inde aussi parce qu'il y a le Taj Mahal, je vais aller en Jordanie parce qu'il y a Petra, voilà, il y a Petra. Et après, je sais plus il y a quoi d'autre comme merveille du monde, mais voilà, on va y aller. Je vais vous faire des vlogs et on va s'instruire ensemble. Bon les mecs, on a finalement quitté la cénote et je vous rends pas juste après avoir sauté dans l'eau. Déjà j'ai eu peur parce que moi j'avais pas de protection pour mon téléphone. J'ai eu chaud parce que quand on est remonté après dans le bus, j'ai voulu le charger et l'écran était rouge. L'écran était rouge, mais c'est-à-dire que je ne pouvais même pas augmenter la luminosité ou quoi, je ne pouvais rien faire. Je ne voyais rien et là j'ai flippé. Là je me suis dit, Émir, si ton téléphone il est mort, comment tu vas faire? Tu dois prendre un Uber, tu dois reprendre l'avion demain et t'es encore 2 semaines au Mexique. Comment tu vas faire sans téléphone? Et je me suis dit bon, fuck off. On va y aller à l'ancienne. Si ça marche plus, on y va à l'ancienne, on se démerde à l'ancienne. Heureusement ça remarche. Merci. Je vais pas faire l'aventurier très longtemps. Mais sinon voilà, là on est arrivé dans une ville, Izamal. On est dans la ville Izamal qui est surnommée la ville jaune. Parce que tout est peint en jaune. Regardez, attendez, je vous montre un peu. Là on voit pas forcément, mais regardez, tout est jaune. En gros, toutes les maisons, toutes les structures sont jaunes. C'est quoi l'histoire d'Izamal? Alors en fait, elle faisait partie, dans le Yucatan, des 3 plus grandes villes, à savoir Chichen Itza, là où j'étais tout à l'heure, Valladolid, une autre ville, et Izamal. Et elles étaient considérées comme les 3 plus grandes villes, parce que religieusement, on y allait faire comme des sortes de pèlerinages. En fait, c'était vraiment des très très grandes villes. C'est-à-dire qu'au niveau religieux, Izamal faisait la concurrence à Chichen Itza. Chichen Itza, le site qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec les énormes temples, le Castilla, ou Castillo, je me souviens plus exactement du nom, mais en gros la grande pyramide. Et là, regardez ce qu'il y a. Là, quand vous regardez comme ça, vous dites ouais, c'est une ville classique, genre. Pourquoi est-ce qu'elle faisait partie des 3 plus grandes villes? Et en fait, c'est très simple. Il y avait des énormes temples ici. Là où je suis actuellement, il y avait un énorme temple. Et quand les Espagnols sont arrivés, lorsqu'ils sont venus prôner le catholicisme, ils ont tout rasé. Mais ils n'ont pas totalement tout rasé parce que en fait le temple il était trop gros pour être totalement rasé. Du coup en fait ce qu'ils ont fait, ils ont recyclé en gros les pierres pour en faire des maisons. C'est-à-dire que toutes les autres structures qu'il y a, toutes les autres structures, à savoir les maisons et même l'église ici construite, juste là, en fait elle a été construite à partir des pierres du temple maya. Izamal elle était considérée en fait comme magique à l'époque. Elle était considérée comme magique, voilà. Je sais pas pourquoi, mais elle était considérée comme magique. Lui en gros qui est un peu à l'origine de la fondation d'Izamal, il était très spirituel et il effectuait des pratiques médicinales qui dites magiques. En gros je crois que c'est un truc comme ça. Je veux pas dire de conneries, parce que je crois que le guide il a pas trop expliqué dessus quand il parlait. Il a juste dit que c'était magique. Regardez sur internet. Voilà, c'est tout. Ah oui, et pourquoi du coup la ville d'Izamal, pourquoi est-ce que tout est peint en jaune? La couleur jaune, c'était une couleur très sacrée pour les Mayas. Et en gros, qu'ils ont quand même demandé aux Espagnols de conserver cette couleur. Parce que je crois en gros que ça représentait le dieu du soleil. D'ailleurs, quelque chose que j'ai aussi remarqué au Mexique, c'est que la majorité de la population du coup est catholique. Et en France aussi, les chrétiens sont des catholiques en France, pour la majorité, normalement je crois. Du coup ce que j'ai notifié c'est que
dans les églises, les cathédrales ici au Mexique, il y a énormément en gros d'ornements précieux. Il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de statues en or. C'est vraiment... Ils veulent vraiment mettre en avant vraiment tous ces ornements genre massifs. Et j'ai pas de souvenir d'avoir vu ça par exemple dans les églises en France. Par exemple, quand je pense à la cathédrale de Sacré-Cœur, c'est une cathédrale, c'est la cathédrale du Sacré-Cœur. Et ben, j'ai pas de souvenir qui est vraiment une mise en avant en fait d'or, de choses comme ça. Parce que je crois qu'il y avait beaucoup d'or au Mexique. Et du coup, ils l'ont utilisé pour les églises. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y en a pas en France. Et autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que les Mexicains, ils ont beaucoup d'objets représentant le catholicisme, la chrétienté. Ils ont beaucoup de croix, ils ont beaucoup de statues même chez eux. Alors qu'en France, il n'y a pas vraiment du coup j'ai l'impression du coup pour les catholiques, vraiment cette culture, cette vision-là en gros du catholicisme, où on a beaucoup d'objets le représentant. Et généralement, je crois que les catholiques en France, c'est juste des croix. Ouais, c'est vraiment juste des croix pour représenter leur foi. Alors qu'ici au Mexique, j'ai l'impression que ce qu'il y a à la maison, c'est assez représentatif. Ce qu'il y a dans leur maison au Mexique, c'est assez représentatif de ce qu'il y a dans les églises, c'est-à-dire beaucoup de statues en or, beaucoup d'objets montrant en gros montrant leur foi, en gros, montrant le catholicisme. Donc voilà, moi c'est un truc que j'ai remarqué. Et du coup, pour venir à Izamal, du coup on a fait quand même, je pense, à peu près 1 heure de route. Et, du coup, on est passé à côté de beaucoup d'habitations. Et c'est fou, en fait, ça m'a fait mal au cœur. Je voyais vraiment la pauvreté, c'était vraiment la pauvreté mexicaine. De très 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 petites maisons délabrées, vous voyez, pour délimiter le territoire de la maison, c'était des pierres posées à main nue. Enfin, on sentait vraiment qu'on était en dehors du coup de Mexico City par exemple, ou en dehors de Mérida, et que c'était vraiment la campagne et des coins un petit peu isolés du Mexique. Et on sentait du coup la pauvreté des gens. On voyait des enfants jouer, je crois, avec leurs parents ou leurs frères, avec les chiens. Ils jouaient, ils étaient contents, ils avaient juste un petit vélo. À côté, il y avait la maman, ou je sais pas, la grand-mère. En fait, comme si c'était des petites maisons, ils vivaient très très nombreux. Et du coup, on voyait la grand-mère dehors en train de faire à manger autour de la table, des petites tables en plastique. Et ils avaient l'air pourtant très heureux. Et voilà, c'est le petit moment émotion. Ces gens-là, en tout cas au premier abord, hein, peut-être qu'ils ont beaucoup de problèmes, mais au premier abord, ils semblaient vraiment avoir le sourire. Du coup, voilà les mecs, et gardez le sourire, c'est le plus important. Gardez le smile. Profitez des bonnes choses de la vie et des vraies choses de la vie. Et c'est ça en fait le plus important. C'est pas l'argent que vous allez laisser, c'est pas cette quête après quelque chose en gros de futile. Pardon, c'est le moment émotion, là j'ai envie de chialer. Mais ouais, en fait oui, ça permet de prendre du recul. En fait, juste de se dire que de pas s'épuiser dans des choses qui peuvent être futiles. Mais de mettre de l'énergie plutôt dans la famille, les amis, des moments, des souvenirs. Voilà. Ce que vous allez laisser sur cette terre, c'est pas que de l'argent. C'est pas que de l'argent. C'est votre trace. Et vous pouvez laisser votre empreinte par le biais de souvenirs. Du coup, restez heureux les mecs. Restez heureux. Soyez heureux et faites du bien autour de vous. Voilà. Ciao. C'est pas vrai, j'ai coupé, je vais continuer à vlogger là. Bon bah les gars, on vient d'arriver à Mérida. Cette journée est finie. Et pourquoi il y a un putain de bus qui passe là, mec? Bref, cette journée elle est finie. C'était une super longue journée, mais une super bonne journée. J'ai vraiment adoré. Par contre, petit bémol, le guide était super sympa. Il s'appelait Pedro, mais j'avais pas d'argent pour lui donner de tips. Enfin, j'avais trop d'argent, pardon. Genre, j'avais 2 billets de 500 pesos. Alors que généralement, vas-y, je lui donne un billet de 100 pesos, un truc comme ça. Du coup, je suis juste parti. Non, en vrai de vrai, là, je vais à l'ATM et je vais aller retirer de l'argent pour lui donner. Mais l'ATM est loin, donc il a intérêt à me faire un bisou sur la joue après Pedro. Il a intérêt. Bon les gars, là on est dans la voiture, dans le Uber. C'est la fin du séjour à Mérida. On part pour l'aéroport et on retourne à Mexico City. Retour à Mexico City.